Bonjour à tous, bienvenue pour la troisième vidéo de la chaîne. Alors aujourd'hui, plusieurs choses au programme, notamment ce magnifique Cayman 980 GT4 de 2016, un moteur qui développe 385 chevaux, 6 cylindres atmosphériques, une vraie pépite. 2500, bah bien évidemment, 2500 exemplaires dans le monde. On est sur une configuration officielle, c'est-à-dire sur un jaune racing avec tous les éléments à l'intérieur qu'il faut. Je vous montrerai au cours de la vidéo. Et à propos de vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça nous donnera de la force pour les vidéos d'après et pour tous les projets qu'on veut vous partager. Ensuite, on a cette magnifique SL43. Merci à PA de nous l'avoir apporté pour la vidéo, c'est gentil. Merci. C'est Optima Rental qui nous l'a prêté. Voilà. Ensuite, au programme, on va voir comment gagner de l'argent sans travailler, puisque ça peut arriver, ça existe, bien évidemment. J'en suis la preuve vivante. Sur certains points, bien évidemment, pas sur tout, mais sur certains points. Et ensuite, on va voir le parcours de PA. Comment il a fait pour gagner des abonnés, d'où lui est venue l'idée de Supercar Mamie. Il va nous expliquer ses débuts, son évolution, tout de A à Z. Allez, viens, on va taper dedans. C'est une bonne boîte méca en plus, à l'ancienne. Putain, elle part direct. C'est sympa, hein. Ah ouais, c'est trop bien le T'as pas ça sur les dernières là, sur les 718 là. T'as des gros filtres à particules. Elles sont beaucoup moins vivantes, beaucoup moins. T'entends? Ouais. Allez, go, 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 wouh. On va faire attention. Il y a du Ça vent. c'est exceptionnel aussi la boîte méca là. Tu aimes toi, PA? Ouais, je kiffe trop en vrai cette caisse. Tu vois, c'est quand même plus accessible qu'une GT4 RS, mais t'as quand même un moteur de fou genre. Admettons, t'achètes deux voitures, une Tata M2. La deuxième voiture, tu prendrais une boîte méca ou t'achèterais une voiture La deuxième voiture? Ouais. Moi je suis moins manuel, mais je sais que c'est un putain de plaisir, tu vois. Genre en troisième ou quatrième voiture, je pourrais acheter ça quoi. Et si tu devais acheter une Porsche en boîte mécanique, t'achèterais quoi? Une 911, un Spider? Une Porsche en boîte méca, en vrai une comme ça. Une GT4? Ouais, une GT4. Ou un Spider? Non, une GT4. Je trouve GT4. que c'est la meilleure caisse qui prend la boîte. Ou une GT3 Touring, tu vois. Ah, c'est autre chose. Une GT3 Touring, mais après, une GT3 Touring, je la préfère en VDK quoi. Mais toi, je te verrais bien conduire une voiture comme ça. Là. Ouais. Toi, c'est ton truc, toi. Ouais. Bah, tu sais ce qu'on va faire? Tu me l'as fait essayer? On va faire pour la vidéo, je vais te laisser. En plus, c'était pas prévu. Ouais. Mais c'est vrai que t'as conduit toutes les voitures pour le moment. Ouais, T'as ouais. conduit la Lambo, t'as conduit une GT4 RS. Eh les gars, croyez pas, moi je filme, mais je le mets bien aussi. Hein. Tu peux acheter des voitures beaucoup plus chères, surtout Ouais. actuellement, mais elles seront moins communicatives qu'une voiture comme ça. Ok, ouais. C'est, t'en as vraiment pour ton argent. Après, sur le marché, ça vaut entre un GT4 de manière générale. Ça vaut 80-90? Ça vaut les moins chers, tu les trouves à 85. Ok, ouais. Alors il y en a peut-être à 78-80 bien évidemment, mais avec des configs pas top, sans siège baquet, avec des couleurs fades. Ouais. Et ouais, les plus beaux exemplaires, tu les topes à 100, 105 000 euros. Hein. Sur celle-là, tu as payé combien? Celle-ci, je l'ai achetée 96 000 euros. Ok. 96 000 euros et elle avait 22 ou 23 000 km. Et là aujourd'hui elle a 34. Donc aujourd'hui grosso modo le prix serait à peu près identique. Alors quand je dis à peu près à 5 000 euros hein, bien sûr. On me voit bien là? Ben oui en toi oui. Bon là c'est à moi de jouer quoi. Allez. Et moi ce que je peux vous dire en tout cas c'est un sacré bonhomme. C'est un sacré bonhomme alors là. C'est ce qu'on appelle un sacré gaillard. Un sacré gaillard voilà, exactement. Ça te plaît? Ah c'est trop bien. Mais déjà avec la boîte, tu sais c'est pas la boîte de la Clio tu vois. Ah bah oui. C'est en mode la boîte tu sais, t'as envie toi. Tu vois ce que je veux dire? Bah vas-y fais-toi plaisir. Souille. C'est trop bien. C'est cool hein? En fait ça c'est le cascade là, regarde. C'est bien. T'as vu ça freine fort hein? Ouais, ce qui est trop bien, c'est qu'elle fait Les doubles. T'as vu? Ouais. T'as pas besoin de le faire. Ah, c'est top hein? C'est incroyable ça. Et ça marche, hein, ça fait combien de chevaux? 385. Ah ouais, putain, tu sais, c'est des chevaux Porsche quoi, comme dirait les passionnés. Ouais. Exact. Mais ouais, en vrai, je te jure, j'adore le ressenti que t'as.
C'est une boîte courte, ouais. Avec le rétrogradage tout seul, là. Ça c'est top. Tu faisais un talon de pointe. Exactement, mais c'est fait pour. Hein. Et ça c'est pareil que le Spider 980, c'est la même voiture. C'est les mêmes trains avant. Le train avant, tu sais ou pas? Sur cette voiture, c'est celui de la GT3. Ouais, je savais pas du tout. C'est les mêmes trains avant que la GT3. Et cette voiture-là, c'est pareil que la Spider 981, sauf qu'elle fait 10 chevaux de plus. Au lieu de 375 sur un Spider, là, tu as 385. Vas-y, fais-toi plaisir. Ah, bien respect. Ça va, hein? Tu t'éclates, ton salaud. Ah mais là, je suis en train de te la souiller l'auto là. Ah ouais. Ah putain c'est bon. Mais ouais en vrai par rapport à la L2 c'est pas. La L2 c'est radical aussi tu vois mais c'est pas pareil, ça reste plus une voiture de tous les jours on va dire. Ouais. C'est pas un peu plus civil on va dire. Attends allez voilà. On la court. Bon, ça te fait plaisir? Ah ouais, vraiment. Merci de me faire conduire ça. Bah, de rien. Hein. C'est dingue. Après, les gars, vous savez peut-être pas forcément, mais moi, PA, je l'ai vu conduire sa BM. Il l'a conduit vraiment. Enfin, c'est vraiment un sauvage, quoi. Et je l'ai vu conduire sa voiture sur une distance relativement longue. C'était en montagne. Franchement, il conduit sale, mais il conduit propre. Je pense que vous m'avez compris. En fait, moi, si je suis bouché, tu vois. Ouais. Moi je suis bouché, toi t'es charcutier. Ça me fait plaisir d'avoir ton avis. Les gars, la passion automobile, c'est une passion qui se partage. Exactement. Est-ce que pour toi, elle vaut 100 000 euros? Cette caisse, ouais, en vrai, ouais. Bah après, c'est une Porsche, tu vois. Genre, tu regardes l'intérieur, tout est quali, le moteur c'est fiable. La voiture elle marche quoi, elle a le démon un peu, la tête du carbone, machin. C'est hyper bien fini, tu vois. C'est vraiment c'est pour sport. La voiture elle a 10 ans presque. Après pour 100 000 t'as quoi en boîte méca? Bah t'as pas grand chose. Ah, mais c'est vrai que rapport plaisir de conduite, qualité et prix, c'est une putain de caisse en vrai. Ouais. Bon bah je suis très content. Et regardez bien, hein. Je dis ça parce que c'est ma voiture bien évidemment. Elle est neuve dans le papier. Elle a le carbone, les sangles jaunes. Ça c'est toute l'Alcantara, les surpiqûres jaunes, le tableau de bord en cuir avec les surpiqûres. Là elle a tout le carbone. Le volant, bon, putain, j'allais te mettre la main sur la cuisse. Mais tu sais que ton volant, par contre, il est très sale. Ouais. Ouais, mais ça c'est un peu le défaut de toutes mes voitures qui ont des volants. Ça, faut mettre un produit, tu vois. En fait, l'Alcantara, si ça change pas de couleur quand vous faites ça, c'est qu'il est sale. C'est comme le cuir. Un cuir qui est brillant est un cuir sale. Ah. Comme je vous l'ai dit précédemment, Porsche 980 GT4, modèle de 2015-2016, 3 litres 8, 385 chevaux, jaune racing. Elle a toutes les options de la configuration officielle. Premièrement, elle a la couleur, elle a les sièges baquets carbone de la 918, elle a le pack Chronosport, les sièges baquets, elle a le pack Club Sport, donc c'est les arceaux. Et en plus, elle a des options en plus, c'est-à-dire qu'elle a le pack carbone à l'intérieur. Vous voyez, sur la console centrale, au milieu, au tableau de bord au niveau des gobelets. Elle a toutes les surpiqûres sur le tableau de bord qui est en cuir, qui est une option aussi. Alors ce qui est très important quand on achète une voiture, je parle pour moi avec mon expérience, il faut sonder le marché. Je m'explique, j'ai un ami là actuellement qui veut un Spider, il hésite entre la 718 et la 981. On a fait le choix, je dis on parce qu'il m'a demandé mon avis, je l'ai conseillé, il a pris son choix très rapidement. Aujourd'hui la 980 sur le Spider qui est basé sur la même base que le GT4, il y en a eu approximativement 2400 dans le monde, c'est-à-dire 1600 en Union Européenne et 800 sur le marché US, États-Unis, Canada. Et sur la 718, il y en a eu à profusion, c'est-à-dire que Porsche n'a pas communiqué, mais il y en a eu des milliers et des milliers. La voiture a été lancée en 2019 sur la 718 et elle a été commercialisée jusqu'en 2024. Vous me suivez? Sur la 980, c'est pas le même délire. Sur la 980, elle a été commercialisée que sur une grosse année, de mi-2015 à fin 2016, et c'est une voiture qui a beaucoup plus d'âme. Pourquoi? Parce que déjà, vous n'avez pas cette cochonnerie de filtre à particules. On est sur un design moins évolué que la 718, mais un peu plus pur, c'est-à-dire un peu plus arrondi, plus dans l'esprit Porsche.
Porsche originelle. Vous avez une voiture qui se différencie très peu sur l'intérieur, c'est-à-dire qu'entre la 718 modèle 2019 et la 981 modèle 2015-2016, l'intérieur c'est kiff bourricot, c'est exactement pareil les gars. Et ensuite, chose qu'il faut prendre en considération, sur la 718 vous avez une voiture qui frôle les 1500 kg, tandis que sur la 981 c'est une voiture qui fait à peu près 110 kg de moins, c'est-à-dire on est à 1385 ou de 90 kg. Voilà. Donc la conclusion les gars, c'est simple, vous préférez avoir une voiture où il y en a très peu avec des vraies qualités de voiture de course, de sport du moins, ou vous préférez une voiture qui a été produite en plus grand nombre d'exemplaires et une voiture qui est plus lourde, qui fait moins de son et qui a beaucoup moins d'émotion. Donc ouais, mais ça c'est des caisses en fait où tu perdras pas ton argent. Alors moi quand j'achète une voiture c'est extrêmement simple. Ce que je regarde déjà c'est la production de la voiture. S'il y en a beaucoup, pas beaucoup. Ça c'est le premier truc. Le deuxième truc c'est la traçabilité. Mais ça je pense que vous faites pareil que moi. Tout le monde fait ça, la traçabilité de la voiture. Il faut qu'elle ait un carnet d'entretien suivi. Il faut qu'elle soit pas passée par 5 pays dans l'Union européenne. Voilà, donc voilà, la voiture, moins elle a eu de propriétaire et plus elle a été suivie, mieux c'est pour le CV de la voiture. Et ensuite c'est les options. C'est les options qui vont différencier. Par exemple, je m'explique. Si demain les gars vous achetez un GT4 comme ça, et ben il y a des couleurs beaucoup plus demandées. Par exemple, le jaune est beaucoup plus demandé. Alors après, sur les autres couleurs, je vous laisse juger par vous-même, mais généralement, les gens qui achètent des voitures comme ça, c'est des gens, ils veulent des voitures avec des couleurs un petit peu pétantes. Je vais être clair, sur la mienne, les options indispensables, c'est la couleur, les sièges baquets, ça c'est indispensable, le pack Chronosport, parce que c'est une voiture qui a vocation sportive, donc il faut le pack Chronosport, et c'est facultatif, mais c'est quand même mieux de l'avoir, c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est le pack Club Sport avec les arceaux de sécurité à l'arrière. Et ça vaut pour toutes les voitures recherchées, que ça soit BM, Mercedes, Porsche, Lamborghini, Ferrari, c'est indispensable. Il faut être très vigilant, très soucieux, très méthodique dans sa recherche. Par exemple, sur une SL, c'est quoi le plus important? Déjà, il faut une couleur, on va dire sobre. Pourquoi il faut une couleur sobre? Parce que c'est des gens, souvent la clientèle de la SL, c'est des gens qui ont un certain âge. C'est des gens qui ont au minimum 50, 60 ans. Ils veulent des voitures très élégantes, très classe, mais pas tape à l'œil. C'est des gens qui vont dans des soirées, c'est des gens qui vont par exemple à Cannes, c'est un peu le profil, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas forcément des gens qui veulent se mettre en avant avec des voitures bling, comme on pourrait l'avoir sur une Lambo par exemple. Une Lambo, rares sont ceux qui veulent une Lambo noire ou grise. Je parle, c'est une généralité bien évidemment. Sur une SL, ce qui est indispensable, selon moi encore une fois, c'est la couleur. Premièrement, il faut soit du noir, soit un gris clair, comme sur ma classe A, soit un gris foncé, ou à la limite du blanc, mais les trois premières couleurs que je viens de vous citer, pour moi, ça c'est un banger. Alors là, on se retrouve à l'intérieur du SL43 AMG, je précise bien AMG, pourquoi? Parce que c'est pas une fausse AMG, elle a bien une plaque devant avec le nom du préparateur, enfin de la personne qui a assemblé le moteur. Donc on est sur un 4 cylindres. La voiture développe 381 chevaux. Ça, c'est une voiture sur le marché. Actuellement, on les trouve aux alentours des 100 000 euros. D'accord, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes. C'est pas une voiture commune, on ne voit pas souvent. Tu es d'accord avec moi? Ouais, vraiment, on n'en voit pas beaucoup. On en voit pas beaucoup. Et au début, j'étais un peu réfractaire, c'est-à-dire que je la voyais sur les réseaux ou à la télé. Et c'est pas une voiture qui m'emballait. Le fait d'être dedans, de l'avoir vue à l'extérieur et puis d'être dedans, c'est une voiture, je pense que c'est très dangereux. Il va pas falloir que je la garde bien longtemps parce que sinon, je risque de m'attacher à la voiture. Elle est très belle. L'intérieur, c'est Mercedes. Pour moi, c'est au-dessus de Audi, c'est au-dessus de BMW. Et alors, je pense pas que ça soit une voiture sport, à proprement parler. C'est une voiture qui a de la puissance, mais c'est pas une voiture sport. Surtout sur cette version qui, je répète, qui est un 4 cylindres turbo. Mais là, ça se voit, t'es en mode waouh. Ah ouais, elle me plaît, putain. Par contre, la ceinture qui me tire comme ça, je hors ça. Toi, ne tire pas par derrière. Là, les gars, j'ai envie d'écouter du Snoop Dogg. Ah ouais, c'est top. Et pour la petite anecdote, la première voiture qui m'a fait rêver, c'est la SL. Je me souviens de la SL 500. Il me faudrait ça, tu vois. Mais mec, en vrai, moi, Mercedes, je trouve, ils mettent une piquette à tous les autres constructeurs en termes d'intérieur. Oui, s'il vous plaît. Non, t'as pas sonné là. Fais un restart là. Genre il est vénère. Genre là, arrête-toi. Et tu sais, genre avec le pied gauche, tu fais à fond sur le frein et à fond sur l'accel et après tu lâches le frein. Non, refais. Tu veux que je fasse comment? Genre là, en mode appuie avec cette jambe gauche là, Ouais. t'appuies à fond sur le frein. Ouais. Voilà, là t'appuies à fond sur l'accel. Et là, lâche le frein. Oh putain. Ah ouais. T'as vu? Elle marche hein. C'est sympa hein. Franchement les gars, en puissance, c'est pile ce qu'il faut. Il faut pas forcément plus. Alors comme promis, je vous emmène sur un de mes biens immobiliers. Donc là on est sur un bâtiment qui fait quasiment 750 mètres carrés. C'est un bâtiment que j'ai acheté il y a plus de 5 ans maintenant. Il y a eu à peu près 1 an de travaux. Les gens qui m'ont fait les travaux m'avaient dit qu'il y aurait 1 an, il y a eu 13 mois. Donc c'est tout à fait respectable et honorable. Il y a juste eu 1 mois de délai de retard. On l'avait anticipé, donc c'est pas catastrophique. Ça c'est la première chose qu'il faut voir quand on vous rachetez un immeuble ou un appartement. C'est le délai de travaux et toujours rajouter à peu près 1, 2 voire 3 mois de délai. Parce que voilà, les artisans malheureusement n'arrivent jamais
jamais à tenir leurs promesses ou c'est très très rare. Ça, c'est le premier point positif sur ce bien immobilier. Le deuxième point positif, c'est que j'ai acheté un lot entier. Je suis passé directement par le propriétaire. J'ai pas eu d'intermédiaire, donc pas de frais d'agence immobilière à payer. Voilà, donc ça, c'est du bon boulot. C'est ce que je peux vous conseiller. Achetez directement au propriétaire si vous le pouvez. C'est déjà des sommes très importantes de gagner qui sont soit réattribuées pour les travaux ou dans le business plan de rentabilité. Vous voyez, avec cet immeuble, ça, c'est du concret. C'est de l'argent qui travaille pour moi et j'ai pas à travailler. C'est pas de la sueur. Voilà, c'est juste de la gestion et du placement immobilier. Donc là, on commence. En rez-de-chaussée, on a un local commercial que je loue. Voilà, c'est un local commercial qui fait un peu plus de 200 mètres carrés. Donc ça, c'est loué à un commerce alimentaire. Moi, je suis propriétaire des murs, mais je ne suis pas propriétaire du fond. C'est pas moi qui exerce l'activité dans ce local, c'est un tiers. Ensuite, sur le bien immobilier, on a au total 3 appartements en rez-de-chaussée. Au deuxième étage, on a 2 autres appartements, donc ça fait 5. Au troisième étage, on a 2 autres appartements, donc ça fait 7. Et au dernier étage, sous les combles, un appartement qui a été aménagé avec des poutres apparentes. Je ne peux pas vous le faire visiter tout simplement parce qu'il est occupé. Il est loué, voilà. Donc on a un 8e appartement. Donc ça fait 3 au rez-de-chaussée, plus 2, ça fait 7. 7 et 1, ça fait 8. 8 plus le local commercial. Au total, j'ai 9 rentrées locatives par mois. Je vais tout vous raconter sur ce bien immobilier. C'est vraiment un cas d'école. C'est simple. Je vais aller droit au but. Si des biens comme ça, je m'en fais encore 5, je peux arrêter de travailler et ma retraite, elle est assurée à 50 ans. Voilà, tout simplement. Donc l'immobilier, réellement, sincèrement, c'est vraiment quelque chose, c'est une case en fait à cocher. Vous êtes obligé de cocher de l'immobilier. Quoi que vous fassiez dans votre vie, des banques, des prêteurs d'argent vont vous dire est-ce que tu as de l'immobilier? En fait, ça assit votre patrimoine. Ça assit votre patrimoine de manière concrète. Un immeuble, il ne pourra jamais s'envoler. Contrairement à une voiture, contrairement à tout un tas de choses, quand vous avez de l'argent et que vous voulez diversifier votre portefeuille, d'accord, il y a la crypto, il y a l'or, il y a de l'art aussi également, mais l'immobilier, ça reste vraiment le principal placement à faire quand vous voulez gagner de l'argent et quand vous voulez investir de l'argent. Donc là, je vais vous montrer, venez avec moi. Donc dans tout l'immeuble, c'est simple, actuellement, il me reste un appartement vacant depuis à peu près un mois. Quand j'ai racheté cet immeuble, moi le but c'était de le rentabiliser au maximum. Les appartements étaient mal répartis. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une entreprise. En fait, on a rasé les plateaux, d'accord? Parce que j'ai pas voulu prendre d'architecte. J'ai fait des économies, c'est-à-dire que j'ai pas pris, déjà, premièrement, je n'ai pas eu affaire à une agence immobilière, donc j'ai déjà gagné beaucoup d'argent. Sur un bien comme ça représente à peu près entre 40 et 60 000 euros de frais d'économiser. Deuxièmement, j'ai pas pris d'architecte, j'ai pris une entreprise qui avait pignon sur rue et avec un très bon passif, c'est-à-dire avec une grande notoriété. Troisièmement, je me suis projeté pour rentabiliser au maximum. Moi, dans ma tête, j'avais un prix d'achat, j'avais des travaux, j'avais une certaine marge de manœuvre à respecter, puisque quand je fais un achat immobilier, j'ai toujours une marge de manœuvre de 30%, c'est-à-dire que si par exemple j'ai 4 000 euros de crédit sur un bien immobilier, et ben moi il faut que mes rentrées m'apportent minimum, quand je vous dis minimum c'est vraiment le plancher, il faut que ça me rapporte minimum les 4 000 plus 30%, pour pas dire 40 voire 50. Pourquoi? Je vais vous expliquer ensuite. C'est simple, on a refait toute l'électricité, donc déjà sur un immeuble comme ça, il faut compter une enveloppe de 70 000 euros. J'ai eu à peu près, c'est simple, il y a eu une semaine de casse, c'est-à-dire que c'était des camions avec des nacelles, les mecs cassaient, toutes les équipes, ils étaient 8, ils ont tout cassé pendant une semaine. À partir de ce moment-là, ils ont fait des cloisons, ils ont fait des cellules pour faire des appartements bien distincts et bien communs. Et force est de constater en fait que quand j'ai récupéré mon immeuble avec tous mes travaux d'effectués et mes appartements créés, j'ai eu aucun problème pour les louer. Alors au début, ça a un tout petit peu patiné pendant 3-4 mois, c'était un peu, voilà, j'ai fait des petites erreurs. Et aujourd'hui, tu rapportes combien l'immeuble? Tous les mois, il me rapporte 6 800 euros. Et j'ai de crédit sur cet immeuble, j'ai 3 838 euros de crédit par mois. Et j'ai fait un coup phénoménal parce que j'ai emprunté à cette époque-là. Je suis à un taux de 0,95 sur 20 ans. L'objectif, c'est de me constituer un portefeuille, un patrimoine, des rentrées d'argent où je n'ai pas à travailler, où c'est de l'argent qui rentre sans travail. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est du tout cuit. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai 6 800 euros de rentrée locative tous les mois pour 3 800 euros de crédit. Mais attention, c'est pas tout. Sur ces 3 838 euros de crédit, j'ai à peu près 400 euros de taxes foncières, donc on est à 4 200 euros par mois. J'ai à peu près de charges annexes, l'électricité des communs, les caméras, 200 euros par mois. Après, j'ai tout ce qui est taxes annexes, c'est-à-dire les taxes d'ordures ménagères, etc., etc. Là, grosso modo, je suis à peu près à 1 200 euros par an. Vu que c'est une SCI, j'ai des frais de fonctionnement vis-à-vis de mon expert comptable. Je provisionne à peu près 300 euros, on va dire, pour des imprévus. C'est un bien tous les mois qui va me coûter 4 800 euros de charges
fixe qui me rapporte 6 800 €. Moi, dans cet appartement, dans l'immeuble, en fait, quand je l'ai refait, j'ai fait des cuisines intégrées dans chaque appartement. Donc, c'est des cuisines entièrement équipées, comme vous pouvez le voir. Donc, vous avez des plaques, vous avez des fours, vous avez des hottes, vous avez l'évier, bien évidemment, vous avez des frigos, vous avez congélateur. Et dans chaque appartement, il y a une table comme ça, une table qui est fixe. Voilà. Après, tout le reste, c'est pas fourni. Mais quand j'ai acheté l'immeuble et que j'ai fait les travaux, j'ai dit à la société de me faire des équipements, voilà, parce que moi les gens quand ils viennent, ils n'ont pas envie d'emmener un lave-vaisselle, voilà, ça c'est ma charge à moi, ces petits cadeaux, ces petits suppléments. Par exemple là vous avez un lave-vaisselle, voilà, sur chaque appartement il y a des lave-vaisselle, j'estime que maintenant un lave-vaisselle c'est le b.a.-ba dans un appartement, voilà, tout est aux normes, tout est propre, que ça soit la lumière, que ça soit l'électricité, que ça soit, enfin voilà, tout est propre, comme ça, moi j'estime toujours, je ne peux pas faire venir un locataire, si ce locataire-là ne se sent pas bien dans l'appartement. J'ai aucun diplôme en immobilier, je suis parti de zéro, j'ai hérité de rien, j'ai juste un CAP boucher et un brevet professionnel en boucherie. J'ai aucun diplôme, aucune qualification approuvée pour une activité autre que la boucherie. Et pour moi, je pense que je suis pas plus bête qu'un autre. J'ai beaucoup regardé les autres, j'ai beaucoup suivi les conseils aussi. Et en fait, je me suis lancé. Mon premier achat immobilier, c'est un terrain. Un terrain. Un jour, je suis passé devant un terrain qui était nu, d'accord, dans un centre-ville. Et ce terrain-là, j'ai fait une petite fortune dessus. J'ai acheté un terrain qui était à 50 000 €, j'ai réussi à l'avoir à 45 000 € après négociation. Je n'ai rien fait sur ce terrain, j'avais aucune charge, aucun frais. Et au terme de ces nombreuses années, donc de ces 4 années, j'ai attendu qu'ils prennent de la valeur, puisque je savais qu'ils prendraient de la valeur. Étant donné que l'immobilier, les murs prenaient de la valeur dans la ville, donc je me doutais que le terrain allait en prendre également. Et c'est un terrain que j'ai vendu un peu plus de 100 000 €. Donc c'est un terrain où j'ai fait un peu plus de x2 en 4 ans. La première base, c'est pourquoi vous achetez de l'immobilier. C'est la première base. Si vous l'achetez pour vous constituer un patrimoine, si vous achetez de l'immobilier pour faire un coup, ça c'est très bien, j'ai déjà fait, mais il y en a qui le font encore mieux que moi. Quand vous voulez établir une pyramide comme ça en immobilier, faut pas faire de faute, c'est-à-dire faut pas faire de mauvais investissements, faut partir sur des investissements, on va dire relativement simples. Et après, quand vous augmentez votre patrimoine immobilier, vous pouvez faire des fortunes, mais colossales. Mais quand je vous dis colossales, c'est-à-dire que à 40 ans, 45 ans, c'est la retraite. Et c'est 20, 30, 35 000 € de rentrée locative par mois. Moi, je pense que la première erreur de ma vie que j'ai fait, puisqu'on fait tous des erreurs, c'est que j'avais un père qui était très manuel. Avec ses mains, il faisait de la dinguerie. Il était capable de tout faire. Il montait des murs en placo. Il faisait. Alors, la seule chose qui touchait pas, bien évidemment, c'était la plomberie et l'électricité. Et moi, je me souviens quand j'étais enfant et adolescent, il me disait Jérémy, viens m'aider, machin, on va faire ça. Et moi, j'en avais strictement rien à faire à l'époque. Ça ne m'intéressait pas. Et d'ailleurs, je crois que ça ne m'intéresse toujours pas quand même. Si je m'étais intéressé à cet âge, j'aurais peut-être plus travaillé dans ce milieu-là. Et j'ai pas à me plaindre, mais c'est vrai que si j'étais parti et que j'avais écouté et que j'avais appris, aujourd'hui je pense qu'en immobilier j'aurais plus. Ce qui est extrêmement important, c'est la marge de manœuvre. Et cette fameuse notion de marge de manœuvre, quoi que vous fassiez dans la vie, il faut toujours regarder la marge de manœuvre. Ne jamais se dire je vais être ric-rac, il me faut de la marge de manœuvre, allez, le projet il n'est pas pour moi, c'est pas grave. Le projet il n'est pas pour vous, passez. La vie, tous les jours, il y a des opportunités différentes, tous les jours il y a des coups à faire qui sont différents, tous les jours les gens ont des destins de vie différents qui vont peut-être se croiser avec le vôtre, qui fait que vous pouvez acheter un bien immobilier moins cher qu'un autre. Ça, c'est très important. Moi, je suis parti de zéro. Je n'avais aucune qualification. Moi, je l'ai fait. J'ai pris du risque, d'accord. Ça m'a toujours porté des bénéfices en immobilier. Toujours. J'ai jamais fait une mauvaise affaire. Ça m'est jamais arrivé. Alors, j'ai eu des problèmes en immobilier, bien évidemment, mais j'ai jamais perdu d'argent. Jamais. J'ai jamais perdu un centime. J'en ai toujours gagné. Et l'immobilier, croyez-moi, je ne m'improvise pas dans le business de l'immobilier comme ça. J'y suis allé petit à petit. Et dans l'immobilier, ce qui est extrêmement bien par contre, c'est que quand vous avez un modèle économique qui marche, les banques après elles vous prêtent relativement facilement. Mais n'oubliez pas, marge de manœuvre, taux de casse de minimum 30%. Au point de vue de l'apport, j'ose même pas vous dire combien j'avais d'apport sur un bien comme ça. C'est dérisoire, vous allez rigoler. Je le dis PA ou pas ? Moi j'avais lancé 2 dossiers, je voulais pas en fait parce que je voulais garder mon argent pour les voitures et en fait j'avais dit je vais mettre 5 000 € et le banquier m'a dit Jérémy tu te fous de moi quoi, 5 000 €, 900 000 et le comptable en fait a envoyé à ma banquière le prévisionnel à 35 000. C'est comment on a envoyé le dossier, elle a envoyé celui à 5 000 et le dossier est passé à 5 000. Non mais je promets, j'ai mis 5 000 € d'apport. Là je ne vais pas vous vendre du rêve, je ne sais pas si aujourd'hui ça sera encore possible. Si vous voulez vraiment réussir en immobilier, ce qu'il faut faire déjà c'est savoir pourquoi vous achetez un immobilier. 3 solutions, vous l'achetez pour vous, pour y vivre, ok, vous ne gagnerez pas d'argent, vous allez capitaliser mais vous ne gagnerez pas d'argent. Deuxième chose, pour faire de l'achat et de la revente,
Voilà, vous achetez, vous faites des travaux, vous le revendez. Voilà. Ou troisième chose, c'est pour faire du business. Ce business, il est divisé en deux trucs. C'est soit vous faites de la location à l'année, ou soit vous faites de la location du Airbnb, etc., etc. Alors, on va finir la vidéo avec mon ami, mon collègue, la personne qui me filme depuis le début de l'aventure et qui va me filmer encore pendant très longtemps, je pense. Je vais poser des questions à PA et voilà quoi, c'est le revers. Bon alors PA, On se retrouve autour du pot. on se retrouve autour du pot. Ouais. Bon alors dis-moi, est-ce que tu peux nous expliquer ton cursus scolaire? Parce que je sais que tu as fait des études, Ouais. mais que tout le monde comprenne, c'est qui tu es et qu'est-ce que tu as créé en fait. Moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une école d'ingé. Ouais. Genre, j'ai fait le lycée, parcours classique et tout, bac général et tout ça. La traîne dans ma famille, c'est que tu fais des études et tu trouves un travail et voilà quoi. Genre, il y a, à part ma grand-mère qui était un peu entrepreneuse, les autres personnes étaient plutôt, genre, tu vois, salariées, trouvaient une bonne place et tout, machin. Ta grand-mère super cœur mamie. Ouais. Voilà. Et bref, du coup, j'ai fait mes études. Donc, j'ai fait une école d'ingé à Lyon et à Paris. J'ai fait en double diplôme une école de commerce sur les 2 dernières années. Donc, un bon parcours, tu vois, d'études. Et après, j'ai fait ça pendant 5 ans. Mais, tu sais, moi, j'ai toujours eu des facilités à l'école, tu vois. Genre, j'en faisais le minimum syndical pour passer et tout. Et, mais, tu vois, ma tête, elle marchait bien, donc ça allait, tu vois. Mais j'en faisais pas plus que... Oui, tu faisais le minimum. Ouais, c'est ça, tu vois, genre, pendant mon lycée, j'ai toujours eu, tu vois, 12, 13 de moyenne, 11 des fois. Mais ça passait, donc je m'en foutais, tu vois. Et bref, après, j'ai fait mes études. Genre, moi, je savais pas vraiment ce que je voulais faire dans la vie. Mais je voulais, tu vois, avoir une bonne école pour faire un bon parcours et au moins être assuré d'avoir tu vois, un bon diplôme et tout. Et puis même mes parents, ils me poussaient à faire ça, donc j'ai fait ça. Bien sûr. Et plus j'ai avancé dans mon cursus, et plus je me disais, putain, ça me plaît pas, tu vois. Genre, j'ai pas envie de passer ma vie dans un bureau, tu vois, avoir un taf où je vais tous les jours au matin, 8h, métro, boulot, dodo, ça me hantait, tu vois. Et plus je commençais à grandir, et plus je me rendais compte que j'arrivais à gagner un peu d'argent autrement, tu vois. Pas avec le parcours classique, mais autrement. Et en fait, je me suis dit petit à petit, enfin bref, je t'expliquerai après. Du coup, pour t'expliquer avec ma grand-mère ce qui s'est passé, les gens ils doivent sûrement connaître ce nom de Super Car Mamie, quoi. Oui, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Moi, du coup, je suis derrière donc, la caméra, et de base, c'est parti d'une connerie où vraiment j'ai filmé ma grand-mère et je lui ai dit, je l'ai attrapé, tu vois, j'ai dit, vas-y, mamie, je te filme et tout. Et genre, avant ça, il y a eu quand même une première vidéo où en fait, je venais d'acheter ma première voiture sportive. Genre, c'était une S3, une Audi S3. Mais genre, mec, ça, dans ma tête, c'était le rêve, tu vois. Genre, pendant toutes mes années d'école d'ingé, je me suis dit, dès que je peux, je m'achète une Audi S3, tu vois. Genre, je sais pas pourquoi j'étais matrixé par cette caisse. Et je me suis dit, c'était mon plaisir, tu vois, atteignable rapidement, tu vois. Mais je pensais pas pouvoir l'acheter aussitôt. Bref, j'ai réussi à acheter cette voiture. Elle était de quelle couleur? Noir. On mettra une photo au montage. Mais voilà, bref, j'ai réussi à acheter cette voiture quand j'avais, je sais plus, 20 ou 21 ans, un truc comme ça. Et c'était vraiment ma première voiture et ma première voiture sportive. Bref, j'ai réussi à acheter cette voiture. Et un jour, je l'ai ramenée à ma grand-mère pour lui faire voir et je l'ai filmé à son insu, tu vois. Genre, j'avais mon tel sur le levier de vitesse. Et je lui ai dit, vas-y, mamie, monte, je te montre et tout. Et ma grand-mère, elle kiffait les voitures. Du coup, elle m'a dit, vas-y, je monte. J'ai fait un tour, je l'ai filmé. Elle était, arrête et tout. Et ça avait un peu fait de vue. La vidéo, d'ailleurs, elle est toujours sur mon compte TikTok. Hein, tu remontes tout en haut, c'est une des premières vidéos, elle y est. Et du coup, ça avait fait un peu de vue. Ça avait fait, je sais pas, 20, 30 000. Mais à l'époque, tu sais, quand tu fais pas de vues, je me suis dit, mais c'est un truc de fou, tu vois, genre 30 000 vues, voilà quoi. Et j'ai refait une autre vidéo parce qu'après, j'ai changé, j'ai vendu la S3 et j'ai acheté une RS3. Et avec cette voiture, j'ai refait la même vidéo un peu où je la filme, réagis, machin. Et là, je vois 200 000 vues de malade. Et à l'époque, c'était encore mon compte perso sur lequel je mettais des vidéos de mes potes, etc. Et donc, du coup, là, un jour, je me suis dit, tu vois, moi, je regardais beaucoup des vidéos de Moses et tout. Ah oui. Et c'est pour ça, que je me suis inspiré, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je vais faire un peu comme lui, tu vois, mais avec ma grand-mère. Et genre, je me suis dit, je vais lui faire dire n'importe quoi, en mode que des phrases décalées que t'as pas l'habitude d'entendre de la bouche d'une grand-mère. Des punchlines, quoi. Ouais, c'est ça. Et bref, du coup, j'ai fait dire toutes ces conneries. Et là, la vidéo, 2 millions de vues. Genre, je sais pas, en quelques heures. En quelques jours, pardon. Et après, du coup, je me suis dit, vas-y, j'avais des potes qui avaient des voitures sympas et qui me les ont prêtées. Du coup, j'ai refait une deuxième vidéo, une troisième. Pour rigoler, tu sais, au début, et après, c'est devenu, genre, plus le temps avançait. C'était viral. Et plus c'était viral, tu vois, j'ai commencé à prendre des abonnés. Après, genre, je m'en souviens, quand j'ai lancé le compte, au début, c'était sur TikTok. Après, j'ai renommé mon compte TikTok, genre Super Car Mamie. Et après, j'ai créé un compte Insta. Et sur le compte Insta, j'ai mis direct les 3 premières vidéos que j'avais fait. Et là, le compte Insta, il a pris 30 000 abonnés en une semaine. Purée. Et tu sais, à l'époque, j'avais toutes les notifs Insta, tout le temps, ça faisait brrrr, tout le temps. Et tout le temps, genre, je me réveillais le matin, j'avais pris 5 000 abonnés, tu vois, c'était un truc de ouf. C'est ouf. Et donc, du coup, j'avais fait ça. Et après, de fil en aiguille, tu sais, après 2-3 mois, j'ai continué parce que ma grand-mère, ça la faisait rire, tu vois, elle était à la retraite et forcément, elle kiffait, quoi. Genre, elle, ça lui changeait un peu son quotidien, ça lui faisait voir des gens. En plus, elle aimait les voitures, moi aussi. Et moi, je voyais des voitures trop bien, des fois, je les conduisais et tout. Donc, trop cool, on a continué. Et après, plus le temps passait et plus c'est devenu un business.
Mais ça reste quand même toujours ma grand-mère, tu vois, je l'écarte de tout ce qui est business et tout. Oui, bien sûr, tu la Elle, faut que ce protèges. soit bon pour elle, que tu vois, c'est juste un kiff pour elle de venir, tu vois. Elle a que le bon côté. Ouais, elle a que le bon côté. Après, toute la partie business, c'est moi qui gère. Mais bon, c'est devenu un business, du coup, moi, c'est mon activité principale. Parce que là, j'ai fini mes études il y a pas longtemps. Vu que mes vidéos, elles ont commencé à marcher fin 2024, et ben, je me suis dit, vu que c'est la fin de mes études, c'est soit là, je vais chercher un taf. Et du coup, m'enfermer dans un bureau, dans un truc qui me plaît Ouais, pas. c'était pas possible. Soit, mec, genre là, j'ai ma passion, les voitures, tu vois, faire des vidéos, je kiffe, c'est trop bien. Et là, je me suis lancé à fond. Et en vrai, bah, j'arrive à vivre de ça. Je gagne pas 10 000 euros par mois, tu vois, mais je me verse un salaire, je me verse 2 000 euros par mois, 2 000, 2 500 selon mes besoins. Ça couvre mes charges, mes dépenses. Et puis, bah, je suis très heureux comme ça, quoi. C'est beau, hein, déjà, Ouais. 2500 euros Ouais. en étant ton propre patron, Ouais, en mais faisant de la c'est ça, en fait. création. Le truc le plus T'as une valeur confortable, ajoutée, quoi. c'est que le matin, je me réveille et genre, tu sais, je vais travailler sur mes vidéos. Donc, je kiffe. Le matin, je vais à la salle, tu vois. Après, je prends pas mon temps, mais genre, je Bien travaille sûr, beaucoup, tu vois. Je me lève, je vais à la salle, je gère mon planning comme j'ai envie, tu vois. Genre, là, on fait une vidéo demain. Moi, je suis dispo, à moins que j'ai un autre tournage de prévu, mais genre, je gère mon planning comme j'ai envie. Et je trouve qu'il n'y a pas plus confortable que ça, en vrai. Est-ce que tu pensais, parce que ça, c'est la question que tout le monde doit se poser, Ouais. et moi le premier, hein, quand je t'ai rencontré, c'est la première question que je t'ai posée, est-ce que tu pensais que ça allait prendre autant d'ampleur en si peu de temps? Non, Parce que vraiment pas. je rappelle juste un truc, c'est ce que tu m'as confié. À l'heure d'aujourd'hui, donc on est en novembre 2025, Ouais, tu as un peu plus de 110 000 abonnés sur Insta. ouais, C'est 114, 114 et Et 150 sur TikTok. donc En un an, ça fait un an pile qu'on a. Non, un peu moins. Ça fait. La première vidéo, c'était fin 2024, fin novembre 2024. donc en moins d'un an, en fait, tu Ouais. as gagné 270 000 abonnés. Ouais. J'arrondis légèrement au-dessus. Ouais. Tu as gagné 270 000 abonnés en à peine un an, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Hein, Tu quand tu penses, penses. t'avais fait un pronostic comme ça, Ah non. un plan, Ah non, non, t'avais mais pas. j'ai jamais fait de plan. Je me suis dit, là, enfin, en regardant les stats depuis un an, enfin, depuis que Oui, ça a oui. commencé, je prends à peu près entre 100 et 10 000 abonnés tous les mois par plateforme. Ça dépend, il y a des mois c'est moins, des mois c'est plus. Mais c'est la croissance, quoi. D'accord. Mais c'est un truc de fou. Moi, jamais j'aurais imaginé ça, tu vois, surtout avec le délire avec ma grand-mère. Genre, nous, c'est une aventure familiale et tout, c'est trop cool. Bien sûr. Moi, ça me permet de vivre ma passion, de vivre de ce que je fais aussi. Et surtout bah, de voir des caisses de malades. Tu vois, genre. Et j'ai vu, tu as vraiment ce côté entrepreneur, parce que tu avais d'ailleurs, je t'ai acheté un cadre avec ma Lamborghini dedans. Ouais, ouais. D'accord. Bah, c'est un petit produit que j'ai développé. Alors, je préfère être transparent parce que j'aime pas trop l'imposture. Je devais lui acheter et il me l'a offert. Voilà, on va être honnête. Je lui ai offert. Voilà, parce que tu vois, ça résonne faux dans ma bouche quand je dis je l'ai acheté. Et puis non, j'aime pas tricher. À la base, en fait, explique ton truc et je l'expliquerai après moi. Mais du coup, en fait, le business, enfin, je sais pas, je vais te réexpliquer un peu depuis le début parce qu'en gros, quand j'ai commencé, genre, j'étais jeune, tu vois, genre, j'avais, je sais pas, 16, 17 ans. Et en fait, mes parents, tu vois, je viens pas d'une famille, genre, j'ai jamais manqué de rien et tout. Mes parents, ils gagnaient très bien leur vie. Mais genre, j'étais, je pense, quelqu'un qui était gâté, tu vois, pour comparer à la norme. Genre, tu vois, enfin, j'étais pas là en mode je faisais des caprices, genre, je demandais un iPhone, je l'avais, tu vois. Ouais. Mais c'était en mode j'ai jamais manqué de rien, j'ai jamais crevé de faim, Oui. que j'avais toujours des beaux vêtements et tout, machin. Mais mes parents, ils m'ont jamais donné d'argent, tu vois. Genre, j'avais pas d'argent de Bien poche. sûr. Tu manquais de rien, mais tu n'avais pas d'argent de Ouais, poche. j'avais pas, genre, c'était pas en mode ouais, papa, j'ai besoin de 100 balles, tiens, prends, tu vois. Genre, à Noël, j'avais des sous comme tout le monde, tu vois, mon anniv, pas. Mais c'était pas, j'avais pas la pension tous les mois pour subvenir à mes besoins, tu vois. Et quand j'avais 16, 17 ans, je me dis, putain, mais il faut que, tu vois, genre, moi, tous les mois, j'ai envie de. Enfin, tu sais, de pouvoir m'acheter des trucs. Bien sûr. Genre, j'avais mon premier téléphone, je m'en souviens que j'avais un anniversaire. Et moi, je voulais changer de téléphone, tu vois, je voulais le dernier et tout. Du coup, je me dis, putain, il faut que je me le paye tout seul, tu vois, personne va me le. Et donc, je faisais pas mal de petits business à droite à gauche. Genre, mon père, il m'a toujours dit, ouais, il faut que tu travailles l'été. Mais ça, moi, ça me. Genre, enfin, tu vois, je me disais, l'été, c'est les vacances, j'ai pas envie de travailler, tu vois. Et enfin, tu sais, j'étais jeune, je savais pas. Genre. Mais du coup, je me suis toujours démerdé pour faire des petits business à côté, en même temps que je travaillais à l'école et tout. Donc, tu sais, j'ai fait de l'achat-revente Vinted, j'ai acheté des fringues, je les revendais. Dès que je pouvais faire un petit coup quelque part, genre acheter un truc, leur vendre un peu plus cher, bah, je faisais ça. Et ça m'a permis de me faire mes premiers sous. Bien sûr. Et toujours, je mettais de côté après. Et puis après, de fil en aiguille, bah, j'ai monté. Après, j'ai commencé à acheter des voitures dès que je pouvais et à les revendre pour me faire des plus gros billets. Tu vois, j'ai fait genre 5-6 voitures. Je m'étais mis en entreprise et tout pour faire à côté de mes études. Et après, j'ai eu les vidéos qui ont commencé à percer, etc. Et du coup, bah, là, c'est là où je me suis dit, vas-y. Parce qu'en même temps, genre avant, j'étais genre dans mon appartement étudiant. Donc, j'étais pas non plus livré à moi-même parce que c'est mes parents qui payaient mon loyer, tu vois, par exemple. D'accord. Mais là, tu vois, genre depuis que j'ai fini mes études, que j'ai eu cette phase de transition, vraiment, je suis livré à moi. Et il n'y a plus personne qui m'aide financièrement, quoi. Avant, j'avais toujours un peu, vu que j'ai eu la transition avec les études, Bien le sûr. bac, les études, tu sais, tes parents, ils t'aident, ils te payent un Bien peu sûr. l'école. Bon, c'est pas le cas pour tout le monde, tu vois. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui pouvaient payer mon école et qui pouvaient payer mon loyer. Donc, j'ai eu petit à petit cette phase où je me suis dit, vas-y, la vie, ça coûte ça, faut faire attention. Et là, depuis que je suis vraiment, tu vois, livré à moi-même, tu sais, je fais quand même plus attention qu'avant, tu vois. Parce que,
Tu vois, peu importe le mois, je savais que mon frigo, il allait être plein, tu vois. Oui. Là, tous les mois, si je travaille pas et que je fais pas mes affaires, Là, tu es face à et toi-même. ben là, genre à la fin du mois, il n'y a pas à manger, tu vois. Bien sûr. Donc, tu sais, c'est une pression, mais bon, c'est pas vraiment une pression, quoi. Et... C'est ta façon de fonctionner. Et pour toi, l'entrepreneuriat, c'est que le début. Et enfin, Ouais, je fais la c'est question-réponse ouais, là, mais je pense que tu es comme ça de toute façon. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, pour en revenir au cadre, les business, c'est un truc qu'on a monté avec. Et c'est, tu vois, c'est un moyen, du coup, forcément de gagner et de transmettre aussi notre passion de l'auto à travers des produits qui nous plaisent et qui collent un peu avec ce que je fais, parce que forcément, j'ai une audience qui est confortable avec Supercar Mamie. Donc, c'est un produit qui colle avec notre audience qui est passionnée forcément d'automobile. Et c'est un truc qui est fait à la main. Je vous mettrai le petit lien juste là. Mais bon, voilà, du coup, c'est une manière de faire du business. À travers les réseaux sociaux. Après, bon, les réseaux sociaux, le business model, c'est tu as les vues qui te rapportent de l'argent et tu as aussi les collaborations qui te rapportent de l'argent. Et ça, c'est ce que tu fais déjà. Ouais, ça, c'est ce que je fais depuis on voit que tu fais un des an. collabs Ouais, et c'est ça. rémunérateur. Ouais, après, tu vois, ça me permet de vivre et de faire vivre aussi la chaîne. Tu vois, quand il faut, par exemple, acheter des trucs pour acheter des costumes pour mamie, des trucs comme ça. Le beau survêtement Adidas. Ouais, Jaune poussin. Après, il n'y a pas que ça, tu vois, il y a plein d'investissements dans le matos, dans le truc comme ça et tout. Mais ça permet de faire vivre les vidéos. Je vais te poser une question, et je crois que d'ailleurs je te l'ai jamais posé cette question, parce qu'il faut savoir un truc avec PA en fait, ce qui est super important, c'est que donc on a lancé ma chaîne YouTube, on est sur d'autres projets qui arrivent, on vous le dira après. C'est pas encore le moment, c'est encore un peu trop tôt. Et je vois bien PA en fait, je lui envoie des messages des fois à minuit 5, il me répond à minuit 6. Le matin, je lui envoie des messages à 7h, il me répond à 7h. Donc déjà, je vais te poser une question, tu dors combien d'heures par nuit toi? Non, mais je dors, mais... Combien d'heures? Je sais pas, minimum 6 heures. 6 heures. En vrai, entre 5 et 7. D'accord, voilà. Mais je dors pas assez, moi, je trouve. Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, et ça, c'est vraiment le plus important, puisque moi, je vois bien avec PA, par exemple, quand il fait une vidéo, le soir, il est déjà en train de m'envoyer des extraits, en fait, qu'il est en train de travailler. Et en fait, moi, c'est mon ressenti à moi. Ouais. J'ai l'impression que c'est plus qu'un métier, en fait. C'est ce que j'explique aux gens. Il y a une différence entre en faire un métier et ta passion, un métier. C'est-à-dire que les gens qui font leur passion un métier, ils ont tendance à être meilleurs que les gens qui c'est juste leur métier. Et toi, la question cruciale, la question que je me pose et que je t'ai jamais posée, que tout le monde doit se poser, combien d'heures par semaine? Je te parle pas de prendre la vidéo. Ouais. Là, tu vois, par exemple, on a pris des vidéos, ça t'a déjà bouffé la journée. Ouais. T'es arrivé, à midi, on a mangé ensemble, on a commencé à 14h, il est quelle heure là? Là, il est 17h, donc ça fait 3 heures en fait qu'on tourne, tu vois. Ouais, ce matin, avant que je parte, j'ai fait du montage, tu vois. Ouais, t'as fait du montage. Donc, une fois que t'as la vidéo, une fois que t'as fait on va dire que t'as filmé pendant 3 heures, admettons, et que tu veux rendre quelque chose, il te faut combien d'heures de travail derrière? La partie noire, la partie que personne ne voit. Ça, les gens, ils voient pas parce que ça dépend des vidéos, les vidéos qu'on fait. Par exemple, sur YouTube, sur une vidéo qui va sortir, qui va durer 35 minutes. Une vidéo de 35 minutes, derrière, le montage, je le fais sur 2-3 jours. Et c'est, en vrai, je compte pas les heures que je travaille dessus, tu vois, mais ça fait deux après-midi complètes de montage, plus une matinée, tu vois, un truc comme ça. Et pour une vidéo avec ma grand-mère, au début, c'était plus long, tu vois, parce que ces vidéos... Maintenant, en montage, je vais plus vite, tu vois, tu t'améliores à force. Mais tu vois, une vidéo qui fait à peu près 1 minute, bien sûr. Et entre 1 minute et 1 minute 30, c'est rapide à monter, ça fait genre, je mets 1h30, 2 heures à la monter, tu vois. Et par semaine, donc, tu passes à peu près, entre nous, le projet qu'on a, plus ma chaîne YouTube, plus Supercar Mamie, plus Petit-Fils, derrière l'ordinateur, tu passes à peu près quoi, 25 heures par semaine? Ouais, en vrai, je compte pas mes heures. Hein. Genre, tu vois, tous les matins, je me réveille, et je me réveille à 6h ou 7h. 8 heures quand j'ai un peu envie de dormir, tu vois, et que je suis fatigué. Mais après, je vais à la salle, je fais ma séance genre 1h, 1h30. Et après, je reviens chez moi, je travaille le matin, genre pendant 3 heures. Après, je mange, je me détends un peu. Et je retravaille l'après-midi pendant 5-6 heures. Et le soir, j'aime bien travailler aussi le soir. Il faut que je donne un peu du temps pour ma copine aussi, tu vois. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour nous donner de la force et pour les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt.